Elle n'était qu'une femme simple lors du prestigieux récital de piano. Lorsque le maestro arrogant l'ignora complètement, tout le monde s'attendait à ce qu'elle se fonde dans l'ombre. Mais dès que ses doigts effleurèrent les touches, la première mélodie fit taire la salle. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre, surtout pas le maestro, désormais stupéfait. Claire Adams se déplaçait silencieusement dans la salle de concert vide, son chariot de ménage grinçant doucement contre le sol poli. À 59 ans, ses mains usées nettoyaient ces mêmes surfaces depuis près de 15 ans. Le magnifique piano à queue Steinway brillait sous les lumières tamisées de la scène, semblant presque l'appeler dans le silence. « Une autre journée terminée, Madame Adams », lança Frank, le gardien de sécurité, depuis l'entrée. « Je finis juste », répondit Claire, ses yeux s'attardant sur le piano. « Vous pouvez partir devant. Je fermerai. » Frank hocha la tête, habitué à sa routine. « Ne restez pas trop tard. Bonne nuit. »« Bonne nuit, Frank. » La porte se referma avec un clic et les épaules de Claire se détendirent. C'était son moment préféré, lorsque la prestigieuse salle de concert de Westbrook n'appartenait qu'à elle. Quand les échos des applaudissements s'étaient éteints et que les regards critiques de l'élite musicale avaient disparu, elle terminait son ménage avec méthode. Chaque mouvement était précis, efficace. Les sols brillaient, les rampes en laiton étincelaient. Enfin, Claire s'autorisait à approcher la scène, son cœur s'accélérant, comme toujours. Le Steinway l'attendait, tel un vieil ami. Claire consulta sa montre, 23h30. Elle avait 1 heure avant que le responsable de nuit ne fasse sa ronde. S'installant sur le banc, elle ferma les yeux et laissa ses doigts planer au-dessus des touches. Ce piano avait été joué par les plus grands musiciens du monde. Et maintenant, dans le silence de la nuit, il était à elle. Ses mains s'abaissèrent, et la sonate au clair de lune de Beethoven emplit la salle vide. Claire jouait de mémoire, ses doigts se déplaçant avec une dextérité surprenante. Sans formation formelle, elle jouait à l'oreille et avec le cœur, reconstituant des techniques qu'elle avait observées lors d'innombrables représentations et répétitions. Enfant, Claire avait montré un talent remarquable. Son professeur d'école primaire avait même organisé une audition spéciale dans une académie de musique. Mais lorsque son père perdit son emploi, le piano familial fut vendu et les leçons devinrent un luxe inabordable. La vie continua. Mariage, enfants, divorce et les luttes quotidiennes pour joindre les deux bouts reléguèrent la musique au second plan. Mais ici, dans ces moments volés après son service, Claire renouait avec sa passion. Passant de Beethoven à Chopin, elle se perdait dans la musique, inconsciente de la porte au fond de la salle qui s'ouvrait silencieusement. Thomas Reynolds, le directeur adjoint de la symphonie de Westbrook, resta figé. Il avait oublié son portefeuille et était revenu pour découvrir cela. La femme de ménage jouant avec la passion et l'intuition de quelqu'un qui comprenait vraiment la musique. Lorsque les dernières notes s'évanouirent, Claire soupira profondément. « C'était tout à fait remarquable », dit Thomas. Claire bondit, manquant de renverser le banc. « Je suis tellement désolée. Je sais que je ne devrais pas... » Thomas leva la main. « S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Depuis combien de temps jouez-vous ainsi? » Claire tordit nerveusement son chiffon de nettoyage. « Juste quelques minutes chaque soir après les heures de travail. »« Non. Je veux dire, depuis combien de temps savez-vous jouer du piano à ce niveau? » Elle baissa les yeux. « J'ai joué depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais eu de formation appropriée, cependant. » Thomas s'approcha de la scène, l'air pensif. « Madame Adams, savez-vous que notre orchestre organise des auditions? Nous cherchons un nouveau pianiste après le départ à la retraite de Madame Levinson. » Claire eut un petit rire désabusé. « Oh, je ne pourrais jamais. Ces auditions sont pour des professionnels, des diplômés de conservatoire. Les auditions sont pour ceux qui ont du talent, » insista Thomas. « Et vous, Madame Adams, avez quelque chose de rare. » Claire secoua la tête. « Quelqu'un comme moi n'a pas sa place sur cette scène, pas en tant qu'interprète. Réfléchissez-y, au moins. » Thomas posa une carte de visite sur le piano. « Les auditions sont vendredi prochain. Considérez cela. » Après son départ, Claire fixa la carte, son cœur battant à la fois de terreur et d'un minuscule espoir dangereux. Le lendemain matin, Claire serra la carte de Thomas en montant dans le bus pour aller travailler. Les auditions de la symphonie de Westbrook. Cette seule pensée lui nouait l'estomac.
La salle de concert était en effervescence à son arrivée. Les machinistes disposaient des chaises pour la représentation de musique de chambre du soir, tandis que le personnel administratif se pressait dans les couloirs avec des blocs-notes et des téléphones. « Bonjour, Madame Adams !» lança Sophia depuis la billetterie. « Gros jour vendredi, hein? Tout le monde parle des auditions. » Claire hocha la tête maladroitement, tirant son chariot de ménage plus près d'elle. « Ils disent que Curtis Ellsworth lui-même sera juge, » poursuivit Sophia les yeux écarquillés. « Vous imaginez? Curtis Ellsworth. » Même Claire connaissait ce nom. Le critique musical le plus redouté du pays. Ses critiques pouvaient lancer des carrières ou les détruire en quelques mots cinglants. Ses exigences étaient incroyablement élevées, sa langue impitoyablement acérée. Tout au long de la journée, Claire remarqua l'atmosphère d'excitation nerveuse. De jeunes pianistes, portant des sacs de conservatoires prestigieux, s'exerçaient à des exercices de doigts dans le hall. Le personnel chuchotait sur les musiciens célèbres qui concouraient pour le poste convoité. Pendant sa pause déjeuner, Claire s'assit seule dans la salle de repos des employés, déballant son modeste sandwich. La télévision fixée au mur diffusait un reportage local sur les auditions à venir. Ce poste au sein de la symphonie de Westbrook est l'un des plus prestigieux du pays, expliquait le journaliste. Le pianiste sélectionné jouera non seulement avec l'orchestre, mais sera également soliste lors de leur tournée internationale la saison prochaine. Bon, Sin. La caméra passa à Curtis Ellsworth, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Nous recherchons la perfection technique, bien sûr, » dit-il, sa voix cultivée et froide. « Mais plus important encore, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne l'âme de la musique, quelqu'un avec une formation et un parcours appropriés, capable d'honorer les traditions de la musique classique. » Les mains de Claire tremblèrent légèrement. Formation appropriée, parcours approprié, tout ce qui lui manquait. Plus tard dans l'après-midi, elle polissait les rampes en laiton de la mezzanine lorsque Thomas Reynolds la trouva. « Avez-vous réfléchi à ce que j'ai dit, Madame Adams? » Claire garda les yeux sur son travail. « Monsieur Reynolds, c'est très gentil de votre part, mais je ne suis pas qualifié. Vous avez entendu Monsieur Ellsworth aux informations. Il veut quelqu'un avec une formation appropriée. » Thomas s'appuya contre la rambarde. « Ellsworth veut ce que tout le monde veut. Quelqu'un qui joue magnifiquement. Le reste n'est que de l'emballage. Source, osamos, penine, pas touché un piano correctement devant d'autres personnes depuis mes 12 ans, admit Claire. Et je n'ai jamais joué avec un orchestre. Pourtant, chaque soir, vous jouez certains des morceaux les plus difficiles du répertoire. J'ai écouté plus d'une fois, confessa Thomas. Votre Chopin est intuitif. Votre Beethoven a une émotion brute qui manque à la plupart des pianistes techniquement parfaits. Claire leva enfin les yeux. Vous avez écouté plusieurs fois? Restez tard juste pour vous entendre. Thomas sourit. Je suis dans l'administration musicale depuis 30 ans, Madame Adams. Je reconnais le talent quand je l'entends. Même si je voulais essayer, et je ne dis pas que c'est le cas, je n'ai pas les bons vêtements, la bonne allure. Claire désigna son uniforme. Je suis femme de ménage, pas pianiste de concert. Les auditions sont à l'aveugle, du moins pour les préliminaires. Les candidats jouent derrière un écran pour que les juges ne puissent pas voir qui joue. Quelque chose scintilla dans les yeux de Claire. Vraiment? Vraiment. C'est pour éviter les préjugés. En madame, Thomas sortit un formulaire de candidature de sa poche. Remplissez simplement ceci. Le tour préliminaire nécessite un morceau de votre choix. Claire prit le formulaire, sa main tremblant légèrement. Je ne saurais même pas quoi jouer. Jouez ce qui vous parle, dit simplement Thomas. Jouez ce que vous jouez quand vous pensez que personne n'écoute. Longtemps après le départ de Thomas, Claire fixa le formulaire de candidature. L'Appassionata de Beethoven résonnait dans son esprit. Cette nuit-là, Claire ne pouvait pas dormir. Le formulaire de candidature reposait sur sa modeste table de cuisine, vierge à l'exception de son nom, qu'elle avait écrit et effacé 3 fois avant de décider que son écriture était acceptable. « Tu es ridicule », se dit-elle, réchauffant du lait sur la cuisinière. « Ils ne veulent pas de gens comme toi. » Mais les mots de Thomas résonnaient dans son esprit. « Je reconnais le talent quand je l'entends. »
Claire avait vécu une vie de décision pratique. Lorsque ses aspirations musicales avaient dû être abandonnées, elle l'avait accepté. Lorsque son mariage s'était effondré, elle s'était concentrée sur le soutien de ses 2 enfants. Maintenant, avec ses enfants adultes et sa vie installée dans un rythme prévisible, y avait-il de la place pour un rêve aussi extravagant? Le lendemain matin, elle se retrouva à s'attarder près des bureaux administratifs au travail. Par la porte ouverte, elle voyait de jeunes musiciens soumettre leur candidature, confiants et élégants dans leurs vêtements de marque et leurs mains parfaitement manucurées. « Puis-je vous aider, Madame Adams? » demanda Patricia, l'assistante administrative. « Oh, je nettoyais juste !» marmonna rapidement Claire, essuyant une section de mur déjà impeccable. Ce soir-là, elle sortit son petit clavier électronique du placard, un achat d'occasion qu'elle utilisait pour pratiquer ses doigtés lorsqu'elle ne pouvait pas rester tard à la salle de concert. Ce n'était rien comparé au magnifique Steinway, mais c'était quelque chose. Claire posa ses doigts sur les touches et commença à jouer le premier mouvement de la Passionata de Beethoven. Cette pièce lui avait toujours parlé, avec sa tempête d'émotions, ses défis techniques, ses moments de tendresse et de fureur. C'était comme la vie elle-même, condensée en musique. Son modeste appartement s'emplit de sons. À côté, la télévision de son voisin se tut. Écoutait-il? Cette pensée fit trébucher ses doigts. C'était de la folie. Elle serait ridiculisée si elle allait jusqu'à l'audition. Et pourtant, Claire pensa à son père, qui lui disait toujours qu'elle jouait comme si la musique était dans ses os. Elle pensa à ses enfants, qui ne l'avaient jamais entendue jouer correctement. Elle pensa à toutes les nuits passées à nettoyer après les triomphes musicaux des autres. Et si, juste une fois, elle entrait dans la lumière, le lendemain matin, Claire arriva tôt au travail. Avant de perdre son courage, elle se rendit directement au bureau administratif et tendit à Patricia son formulaire rempli. « Vous postulez pour le poste de pianiste? » demanda Patricia, les sourcils levés. « Oui, » répondit simplement Claire, sa voix plus assurée qu'elle ne l'était. « Oui, je postule. » En s'éloignant, son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Vendredi n'était plus qu'à 3 jours. Curtis Ellsworth ajuste son nœud papillon en observant l'auditorium de la salle de concert de Westbrook. En tant que critique musical le plus influent du pays, il était habitué à avoir la meilleure place. Aujourd'hui, cependant, il était assis au centre de la scène, aux côtés du chef d'orchestre et du directeur artistique, prêt à juger ceux qui osaient se présenter. « Combien de candidats avons-nous? » demanda-t-il, feuilletant la pile de CV devant lui. « 78. » répondit le chef d'orchestre Maurice Bennett. « Nous avons prévu des tours préliminaires aujourd'hui et demain, et les finales samedi. » Curtis renifla. « Espérons qu'au moins un en vaille la peine. » À 63 ans, Curtis avait bâti sa carrière sur une oreille infaillible et une plume acide. Formé à Juilliard avant qu'une blessure à la main ne mette fin à ses propres aspirations de performance, il avait canalisé sa frustration dans la critique, devenant à la fois craint et respecté. Sa chronique, Le verdict d'Ellsworth, était considérée comme l'autorité suprême en matière de performance classique. « Nous avons des candidats impressionnants », proposa Thomas Reynolds, glissant un CV particulier vers Curtis. « Juilliard, Curtis Institute, diplômé de la Royal Academy. »« Le pedigree ne garantit pas la musicalité », répondit Curtis avec dédain. « J'ai entendu des performances techniquement parfaites qui m'ont laissé de marbre. »« Alors, que cherchez-vous? » demanda Thomas. Curtis marqua une pause, son expression s'adoucissant momentanément. Quelque chose de rare, d'authentique. La dureté revint sur son visage. Mais soyons réalistes. Une formation au conservatoire est essentielle. On ne peut pas interpréter ce qu'on ne comprend pas. Thomas échangea un regard rapide avec le chef d'orchestre. Bien sûr, les premiers candidats étaient prévisiblement polis, de jeunes virtuoses issus de grandes écoles de musique, leur technique irréprochable, leurs interprétations sans risque. Curtis prenait des notes cinglantes après chaque performance, trop mécanique, aucun sens du rubato de Chopin, techniquement adéquat, artistiquement vide. Pendant une pause, Curtis surprit le personnel chuchoter à propos d'un candidat inhabituel, quelqu'un d'inattendu. Son intérêt s'éveilla brièvement, puis s'éteignit, probablement une autre sensation des réseaux sociaux avec plus d'abonnés que de talent. « Candidat suivant, savez-vous, s'il vous plaît, »
lança-t-il, ajustant son nœud papillon. Derrière l'écran, une silhouette s'assit au piano. Curtis nota une hésitation avant les premières notes. Des nerfs d'amateur, supposa-t-il. Il prépara son stylo pour une autre évaluation décevante. Les accords d'ouverture de l'Appassionata de Beethoven emplirent de la salle. Curtis fronça les sourcils. Le choix était ambitieux, peut-être trop. Il écouta de manière critique, attendant que les défis techniques de la pièce exposent les faiblesses du joueur. Mais quelque chose dans l'interprétation attira son attention. Il y avait une qualité inhabituelle dans le jeu, brute, émotionnelle, sans les contraintes des interprétations conventionnelles. Pas parfaitement polie, certes, mais étrangement captivante. À mesure que le mouvement progressait, Curtis se surprit à poser son stylo, ses facultés critiques temporairement suspendues par quelque chose qu'il n'avait pas prévu de trouver, la sincérité. Lorsque la pièce se termina, il s'éclaircit la gorge. « Veuillez passer au tour final », dit-il, surpris par sa propre décision. Samedi, 10-0. Vendredi passa comme un tourbillon pour Claire. Le tour préliminaire avait été surréaliste. Jouer derrière un écran, entendre le bref silence après qu'elle eut fini, puis ces mots inattendus. Passer au tour final. Elle avait flotté à travers son service de nettoyage ensuite, enregistrant à peine les félicitations de Thomas, qui l'avait cherché avec un large sourire. « Vous l'avez fait. Je savais que vous y arriveriez, » avait-il dit. « Mais le vrai défi arrive demain. Le tour final se fait sans écran. » Sans écran. Cette pensée envoya des frissons glacés dans le corps de Claire. Demain, Curtis Ellsworth verrait exactement qui avait joué l'Appassionata. Le samedi matin arriva avec un soleil d'automne doré filtrant à travers la fenêtre de la chambre de Claire. Elle se tenait devant son modeste placard, la réalité s'abattant sur elle. Que porte-t-on pour une audition de piano prestigieuse? Sa meilleure tenue, une robe couleur crème qu'elle portait à l'église, devrait faire l'affaire. Elle attacha ses cheveux grisonnants soigneusement, appliqua une touche de rouge à lèvres et tenta de calmer son cœur battant à tout rompre. À la salle de concert, Claire entra par la porte de la scène plutôt que par l'entrée de service pour la première fois en 15 ans. L'arrière-scène bourdonnait d'activité. Les candidates restants, tous bien plus jeunes qu'elle, faisaient les 100 pas nerveusement ou échauffaient leurs doigts avec des exercices silencieux. Une jeune femme dans une élégante robe noire fixa Claire avec curiosité. « Êtes-vous l'assistante de l'un des juges? » demanda-t-elle poliment. Avant que Claire ne puisse répondre, le régisseur apparut. 10 minutes, tout le monde. « Mademoiselle Adams, vous serez la 4e. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de surprise, puis elle recomposa rapidement son expression. « Oh, je suis désolée, je pensais... »« Ce n'est rien, » dit calmement Claire. « D'habitude, je nettoie les toilettes dans le couloir. » La jeune femme cligna des yeux rapidement, visiblement incertaine de la réponse à donner. Un par un, les candidats furent appelés à se produire. Claire écouta leurs interprétations impeccables, chacune techniquement brillante. Quand son tour vint, ses jambes semblaient de plomb alors qu'elle montait sur scène. Les lumières étaient plus vives qu'elle ne l'avait imaginé. Au centre de l'auditorium étaient assis 3 personnages. Le chef d'orchestre Bennett, Thomas Reynolds et Curtis Ellsworth, dont les yeux perçants se plissèrent lorsqu'elle s'approcha du piano. « Maman Adams, » dit Curtis, consultant ses notes. « Il est indiqué ici que vous jouerez l'Appassionata de Beethoven. » Son ton était neutre, mais son expression trahissait sa surprise face à son apparence. « Oui, monsieur, » répondit Claire, sa voix à peine audible. « Et votre parcours musical? » Claire hésita. « En grande partie autodidacte, monsieur Ellsworth. » Un murmure parcourut le petit public composé de membres de l'orchestre et du personnel. Les sourcils de Curtis se levèrent. « Autodidacte ?» répéta-t-il, les mots empreints de scepticisme. « Et votre profession actuelle? » Claire déglutit péniblement. « Je suis la femme de ménage du soir ici, à la salle Westbrook. » Les murmures s'amplifièrent. Curtis se pencha en avant, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « La femme de ménage? Comme c'est intéressant! Veuillez nous éclairer avec votre interprétation. » Alors que Claire s'approchait du piano, Curtis Ellsworth baissa les yeux sur ses papiers, les feuilletant distraitement sans lever le regard. Il ne reconnut même pas sa présence sur scène, encore engagé dans une conversation discrète avec le chef d'orchestre Bennett. « Je pense que nous en avons assez entendu pour aujourd'hui. »
murmura-t-il à son collègue assez fort pour que Claire l'entende. Les prochains candidats sérieux ne sont pas prévus avant cet après-midi. Claire se tenait maladroitement près du piano, sa présence semblant être une gêne, une interruption entre les véritables concurrents. Ses joues brûlaient alors que plusieurs membres de l'orchestre consultaient leur téléphone ou mélangeaient leurs partitions, remarquant à peine son existence. Thomas Reynolds s'éclaircit la gorge. « Monsieur Ellsworth, voici Mademoiselle Adams, notre prochaine candidate. » Curtis leva enfin les yeux, son regard glissant sur Claire avec un désintérêt exercé. Oui, la femme de ménage, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Je suis la femme de ménage du soir ici. » Curtis hocha vaguement la tête, se replongeant déjà dans ses notes. « Et de quel conservatoire venez-vous, Mademoiselle Adams? »« Je n'ai pas fréquenté de conservatoire. J'ai eu des leçons jusqu'à l'âge de 12 ans. » Cette admission attira enfin toute l'attention de Curtis, mais pas de la manière dont Claire l'avait espéré. Il échangea un regard significatif avec le chef d'orchestre Bennett, puis consulta sa montre. « Je vois, » dit-il, son ton suggérant qu'il en avait assez vu. Il griffonna une petite note, puis fit un geste vague vers le piano. « Eh bien, je suppose que nous devrions vous entendre puisque vous êtes déjà là. Nous sommes en retard sur l'horaire, alors veuillez faire vite. » Les doigts de Claire tremblaient alors qu'elle ajustait le banc. Personne ne la regardait. Les juges examinaient les notes des candidats précédents. Les membres de l'orchestre chuchotaient entre eux. Quelqu'un, au fond, rangeait discrètement son instrument. Elle était devenue invisible, un simple placeholder, une formalité, une case à cocher avant qu'il ne passe au candidat sérieux. Ses 15 années de dévouement, sa passion pour la musique, son talent authentique, rien de tout cela n'importait, car ils avaient déjà décidé qu'elle ne méritait pas leur attention. « Quand vous serez prête, Mademoiselle Adams, » dit Curtis distraitement, continuant d'écrire des notes sur le précédent interprète. Claire fixa les touches scintillantes du Steinway, les mêmes touches qui avaient été son réconfort pendant des années. Elle pensa à retourner à son chariot et à sa serpillière, à l'invisibilité confortable de sa vie habituelle. Puis elle se souvint des mots de son père, il y a longtemps. « Quand tu joues, Claire Bear, c'est comme si tu nous révélais un secret, quelque chose de beau et de vrai. Quelque chose de beau et de vrai. Pas techniquement parfait, pas formellement correct, juste honnête. » Claire redressa le dos et positionna ses mains au-dessus des touches. S'il ne prenait pas la peine de la voir, peut-être n'aurait-il d'autre choix que de l'entendre. « Je suis prête, » dit-elle doucement, bien que personne ne semble écouter. Puis ses doigts s'abaissèrent sur les touches et le monde changea. Les accords d'ouverture de l'Appassionata de Beethoven résonnèrent dans la salle de concert avec une intensité qui fit taire les murmures immédiatement. Les mains de Claire se déplaçaient sur le clavier avec une assurance qui contrastait avec sa nervosité précédente, son corps se balançant légèrement au rythme de la musique. Le sourire suffisant de Curtis Ellsworth vacilla. C'était la même pianiste qu'il avait entendue derrière l'écran. Impossible de se tromper sur cette interprétation distinctive, mais voir la source de ces sons puissants créait une dissonance cognitive pour laquelle il n'était pas préparé. Le premier mouvement de l'Appassionata exige à la fois une précision technique et une profondeur émotionnelle. L'interprétation de Claire n'était pas techniquement irréprochable. Un professionnel repérerait les imperfections occasionnelles, mais il y avait quelque chose dans son jeu qui transcendait l'exécution technique. Elle ne jouait pas Beethoven, elle vivait Beethoven. Chaque crescendo, chaque passage délicat, chaque accord tonitruant portait le poids d'une émotion authentique. Thomas Reynolds observait attentivement le visage de Curtis. L'expression du critique était passée d'un amusement condescendant à une attention stupéfaite. Son stylo restait immobile dans sa main, ses yeux ne quittant jamais les mouvements de Claire. Alors que Claire entrait dans la section de développement, où la complexité de la pièce s'intensifie, plusieurs membres de l'orchestre se penchèrent en avant sur leur siège. Le premier violoniste fermait les yeux, sa tête hochant presque imperceptiblement à rythme de la musique. L'expression du maître de concert était celle d'une admiration croissante. Curtis se retrouva incapable de maintenir son détachement professionnel. Il y avait quelque chose dans le jeu de cette femme qui dépassait ses facultés critiques et touchait quelque chose de plus profond. Un rappel de pourquoi il était tombé amoureux de la musique en premier lieu.
Claire, elle, était perdue dans la musique, inconsciente de la transformation qui s'opérait dans son public. Les années à jouer dans la salle de concert vide l'avaient libérée de toute conscience de soi. Ici, sous les lumières vives, elle jouait avec la même joie abandonnée qu'elle avait toujours trouvée dans ses performances solitaires. Ses doigts dansaient sur les touches pendant les passages rapides, puis pressaient avec une force délibérée pour les accords tonitruants qui marquaient les moments culminants du mouvement. Son corps bougeait avec la musique, son visage reflétant le voyage émotionnel de la pièce. La lutte, la passion, les moments de tendre réflexion. Alors que le mouvement approchait de sa conclusion, le stylo de Curtis glissa de ses doigts, tombant bruyamment sur le sol. Il ne le ramassa pas. Ses yeux restaient fixés sur Claire, son expression mêlant incrédulité et respect réticent. Lorsque les derniers accords résonnèrent dans la salle, les mains de Claire restèrent suspendues au-dessus des touches un instant avant de redescendre lentement sur ses genoux. Le silence qui suivit était absolu, un vide sonore qui semblait s'étirer à l'infini. Puis, du fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent, les applaudissements se transformant en une ovation tonitruante. Les membres de l'orchestre se levaient, leur visage illuminé d'une appréciation sincère. Seul Curtis restait assis, son expression indéchiffrable, son monde se réorganisant silencieusement autour de lui. Claire ouvrit les yeux, surprise par les applaudissements. Pendant un instant, elle avait oublié où elle était, oublié qu'elle n'était pas seule dans la salle de concert à minuit, jouant seulement pour elle-même. L'ovation debout continua, menée avec enthousiasme par Thomas Reynolds. Même le chef d'orchestre Bennett était debout, hochant la tête avec appréciation. Seul Curtis Ellsworth restait assis, ses yeux fixés sur Claire avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Lorsque les applaudissements finirent par s'estomper, Curtis se leva lentement de sa chaise. La salle se tut dans l'attente. « Mademoiselle Adams », commença-t-il, sa voix étrangement retenue. « Où avez-vous appris à jouer ainsi? » Claire croisa les mains sur ses genoux. « Ici, principalement, dans cette salle après les heures de travail. Vous avez joué sur les pianos de concert après les avoir nettoyés? » « Oui, monsieur. Depuis environ 15 ans maintenant. » Curtis ôta ses lunettes et pinça l'arête de son nez. Lorsqu'il releva les yeux, son expression avait changé. La condescendance avait disparu, remplacée par quelque chose de plus complexe, du respect mêlé de regret. « Mademoiselle Adams, votre jeu manque de certaines finesses techniques qui viendraient avec une formation formelle, » dit-il prudemment. Il y avait des imperfections qu'un diplômé de conservatoire n'aurait pas commises. Claire hocha la tête, se préparant au rejet. « Mais, » poursuivit Curtis, « vous jouez avec une profondeur de compréhension que je n'ai pas entendue depuis un certain temps. » Il s'éclaircit la gorge. « Vous jouez Beethoven comme il devrait être joué, avec passion, conviction et authenticité. » Un murmure d'approbation parcourut les membres de l'orchestre. « Il semble, » dit Curtis, s'adressant autant à la salle qu'à Claire, « que j'ai commis une erreur de jugement. Une erreur plutôt significative. » Il se tourna vers Claire, qui restait stupéfaite sur le banc du piano. La véritable musicalité, semble-t-il, ne peut être contenue par des chemins conventionnels. Merci pour ce rappel, mademoiselle Adams. Le maître de concert se pencha vers son collègue et murmura, assez fort pour être entendu. Curtis Ellsworth vient-il d'admettre qu'il avait tort? Les lèvres de Curtis frémirent, peut-être le début d'un sourire. Cela arrive une fois par décennie, paraît-il. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Claire Adams. La nouvelle que le prestigieux poste de pianiste de la symphonie de Westbrook avait été attribué à une femme de ménage autodidacte se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de la musique classique. Curtis Ellsworth, fidèle à son changement de cœur inattendu, écrivit une chronique à son sujet qui fit des vagues dans l'industrie. Dans un monde où la perfection technique se fait souvent passer pour de l'art, Claire Adams nous rappelle ce qu'est vraiment la musique. Communication, émotion et expression authentique. Son parcours remet en question nos hypothèses sur les chemins vers l'excellence musicale. Pour Claire, la transition fut à la fois exaltante et terrifiante. Elle trouvait encore étrange d'entrer dans la salle de concert par les portes principales, d'être accueillie
par des hochements de tête respectueux au lieu d'être ignorés. Les membres de l'orchestre, après un scepticisme initial, l'accueillirent avec une chaleur surprenante, surtout après sa première répétition, qui démontra que sa performance de la Passionata n'avait pas été un coup de chance. Le soir de sa première représentation, Claire se tenait en coulisses, le cœur battant. Elle portait une robe noire simple mais élégante, un cadeau des membres de l'orchestre qui avaient mis leurs ressources en commun. « Nerveuse ?» demanda Thomas Reynolds apparaissant à ses côtés. « Terrifiée », admit Claire. « Ne le soyez pas. Jouez simplement comme vous l'avez fait toutes ces nuits où vous pensiez que personne n'écoutait. » Alors que Claire montait sur scène sous des applaudissements tonitruants, elle aperçut Curtis Ellsworth au premier rang. Leurs regards se croisèrent brièvement et il lui adressa un petit hochement de tête respectueux. Assise au piano, Claire prit une profonde inspiration et posa ses doigts sur les touches. Dans le public se trouvaient ses enfants, ses voisins et 15 ans de collègues du personnel d'entretien, tous vêtus de leurs plus beaux habits. Dès que ses doigts frappèrent le premier accord, tout le reste s'effaça. Il n'y avait que la musique. La même musique qui avait été son compagnon secret pendant des années de dévouement discret. Mais maintenant, elle ne jouait pas dans une salle vide. Maintenant, le monde entier écoutait. La vie place souvent des talents extraordinaires dans des endroits inattendus. L'histoire de Claire nous rappelle que la véritable passion ne peut être confinée par des chemins conventionnels ou les attentes des autres. Avez-vous déjà été sous-estimé ou avez-vous trouvé votre vocation plus tard dans la vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous nous regardez depuis quelque part dans le monde, dites-nous d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour entrer sous les projecteurs et partager vos dons avec le monde.